merci d'avoir répondu aussi nombreux à ce rendez-vous qui vous était lancé par la région Normandie et l'ADEME pour ces rencontres régionales du réemploi dans le bâtiment. Alors, je voudrais faire un petit test avec vous, vous poser une petite question, un petit quiz. Est-ce que vous savez le pourcentage, la part du BTP dans les déchets en France? Est-ce que vous avez une idée? 70, oui, la part du BTP, 70. Alors, comme il y a des fins connaisseurs, j'aimerais aller un petit peu plus en profondeur et voir si vous savez quelle est la part du bâtiment dans ces 70%. Pardon? Oui, on y est presque, 19. Super, on peut applaudir. Eh bien, tout cela nous fait dire que le réemploi est peut-être une réponse, et certainement une réponse adaptée et concrète aux enjeux écologiques notamment, et de durabilité qui nous sont posés. Et dans ce que nous allons vivre ce matin, il sera question du changement profond peut-être de pratique, de montée en compétence de certains acteurs, mais aussi de la mise en place de filières qui seront organisées pour faciliter le réemploi. Nous allons avoir des moments de discussion autour d'une table ronde. Il y aura aussi Clara Simet qui viendra dans quelques instants nous faire une présentation et une cartographie de ce qui se passe actuellement, notamment avec nos déchets. Mais tout de suite, je vais demander à Damien Grébeau, responsable du pôle économie circulaire à l'ADEME. Bonjour Damien. Bonjour. Et je vous cède la parole. Merci. Bon, je vais faire une très courte introduction. Déjà, vous remercier d'être présent. On est ravis de la forte participation. Je pense qu'il y a presque plus de place dans la salle. Ça veut dire que c'est un sujet important et vous partagez nos objectifs et nos préoccupations sur le sujet. Je tiens aussi à remercier Chloé Saint-Martin à l'ADEME qui a organisé la journée. C'est elle qui a travaillé, hein, c'est pas moi sur ce sujet-là, mais je suis ravi de faire l'introduction et de pouvoir dire que Chloé a œuvré pour cette journée. Et je tiens aussi à excuser notre directeur régional, donc Fabrice Legentil, qui devait faire cette introduction, mais qui malheureusement ne pourra pas être présent aujourd'hui. Alors, il y a déjà eu une bataille de chiffres, là, donc il y a des experts dans la salle. Je vais en citer quelques-uns pour vous présenter les enjeux en fait, du sujet, mais en plus, ça va être présenté encore après notre intervention d'introduction, donc je ne vais pas trop me développer le sujet, mais il y a trois chiffres moi, qui me tiennent à cœur. Le secteur du bâtiment, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Alors, ce sont des chiffres 2019, mais ça n'a pas réellement beaucoup évolué depuis. Donc 25% en émissions directes et indirectes. Et c'est important d'insister sur les émissions indirectes, parce que quand on est sur le sujet du réemploi du bâtiment, on est bien sur une logique de cycle de vie, et on prend en compte l'impact environnemental des matériels, des matériaux sur le cycle de vie. Et c'est ce qui dicte aussi les nouvelles réglementations. Hein. On sort du champ des émissions directes ou de la consommation d'énergie propre au bâtiment et on élargit le périmètre des objectifs. Allez-y. Bon, le deuxième chiffre que j'avais en tête, c'était sur les déchets, mais ça a déjà été abordé. Donc, je ne vais pas redonner ce chiffre-là, mais c'est assez conséquent. Et un troisième chiffre, c'est sur la consommation de matière pour nos propres besoins en France. Globalement, un peu plus de 15% de la consommation de matière en France pour nos besoins sur une année est liée au secteur du bâtiment. Alors, ce n'est pas étonnant, parce qu'un bâtiment, ça pèse assez lourd, il y a quelques mètres cubes, mais, que ce soit en rénovation ou en construction neuve, hein, mais voilà, il faut quand même avoir ça en tête. Alors, il y a aussi un contexte réglementaire et un contexte global qui est plutôt favorable au réemploi, parce qu'il est poussé par un certain nombre de textes. Donc la RE 2020, le diagnostic maintenant déchets qui a évolué vers un diagnostic qui doit intégrer la question des flux matières, en intégrant toutes les formes de valorisation, dont le réemploi, dans les préconisations en cas de déconstruction. Donc il y a ce contexte-là qui est aujourd'hui présent. Et puis il y a naturellement la REP PMCB qui a un rôle important à jouer. Alors même s'il y a un moratoire, je pense que tout le monde est au courant. Un moratoire, ce n'est pas un arrêt de la REP. Les obligations de 2024 sont maintenues, les obligations de 2025
sont discutés avec un calendrier à notre connaissance assez serré, puisque dès cet été, dès juillet, normalement, il y aura une consultation publique sur un nouveau texte qui met à plat ces obligations dans le cadre des agréments. Voilà. Donc le moratoire n'est pas un arrêt, il ne faut pas prendre ça comme quelque chose de rédhibitoire. La dynamique continue autour du bâtiment et de l'économie circulaire, et notamment autour du réemploi dans le bâtiment. Donc ça, c'est en guise d'introduction, je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Et moi, je suis ravi qu'il y ait autant d'experts dans la salle, parce que je pense que les ateliers cet après-midi vont donner des résultats vraiment importants. Je crois qu'il y a des maîtres d'ouvrage, des bailleurs, des architectes, des spécialistes du réemploi. Donc là, on est vraiment sur... on a vraiment une qualité d'expertise, je pense, dans la salle. Si on la croise intelligemment, ça peut donner des choses intéressantes. Alors pour finir, après je m'arrête là, je tiens à rappeler aussi le partenariat important avec la région. Ça fait maintenant 5 ans, Chloé me disait qu'on travaille ensemble sur des opérations très concrètes sur la question du réemploi. On soutient l'animation régionale. C'est un travail de fond important pour emmener les acteurs vers le réemploi dans le bâtiment. Mais on soutient aussi les maîtres d'ouvrage et les offreurs de solutions. C'est-à-dire qu'on est sur des logiques de soutien sur l'ensemble de la filière du réemploi, à la fois sur ceux qui développent des solutions pour permettre le réemploi et ceux qui font appel à ces solutions pour mettre en œuvre le réemploi dans le secteur du bâtiment. À titre d'exemple, une opération collective avec 10 maîtres d'ouvrage. Peut-être que ça sera présenté plus précisément après. Et sur les inertes aussi, avec un travail récent sur un GT béton, qui s'appelle GT béton. Je trouve que le nom n'est pas top, mais peut-être qu'on changera le nom un jour. Sur le réemploi du béton, ça peut paraître un sujet nouveau, parce que c'est vrai que sur l'inerte, on n'était pas forcément toujours sur le réemploi. Maintenant, on y est, parce que l'inerte, c'est un sujet vu les tonnages qui sont générés en termes de déchets aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction. Merci d'être présent. Et puis, je vais passer la parole à M. Hubert Dejean de la Bâtie pour la région. Damien Grébeau, merci beaucoup. Et je transmets le micro à M. Hubert Dejean de la Bâtie, vice-président de la région. Oui, merci. Bonjour à tous. Je suis effectivement vice-président de la région et également vice-président de la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole. Et dans les deux cas, en charge de l'économie circulaire, notamment les déchets, l'économie circulaire, la transition énergétique et écologique. En gros, tous les sujets COP. Voilà. Vaste sujet. Je vais rajouter une autre fonction que j'ai, et vous allez voir que ce n'est pas innocent. Je préside la commission d'appel d'offres de la région Normandie. Et là, on sait qu'on a quelque chose à faire ensemble. Si je reprends un petit peu le contexte, le réemploi, c'est une exigence, je dirais, morale, environnementale, et elle devient une exigence réglementaire. Et on sait très bien que quand le réglementaire arrive, ça a l'avantage de faire accélérer un petit peu les choses, donc tant mieux. La deuxième chose que je voulais dire en guise d'introduction, c'est que si vous prenez actuellement, on va prendre un exemple simple, le marché de la rénovation énergétique, on est en plein traumatisme là, je vous signale. L'arrêt annoncé de MaPrimeRénov', c'est un coup terrible qui est porté au marché de la rénovation. Donc, c'est pas parce qu'on vient de prendre un coup sur la tête. Bon, alors ouais, je suis administrateur de l'ANA. Tout le monde dit, mais on va réouvrir, vous inquiétez pas. Si, il faut s'inquiéter parce que nous, c'est pareil. À la région, je vous le dis aussi, on avait été surpris par l'emballement des dossiers sur le premier trimestre de 2025, où quasiment on avait consommé à fin avril tous les crédits de l'année. Hein. Donc nous, on s'apprêtait à voter une rallonge de crédits pour continuer à instruire. Bah, tout d'un coup, notre partenaire qui est l'État arrête. Bon. Donc, c'est compliqué. Fort heureusement, on a quand même des partenaires très, très costauds. Damien l'a rappelé. On doit être la région de France où la coopération entre l'ADEME, son antenne régionale, et la région est la plus serrée. On a des tas de partenariats. Ça marche très bien. Sylvain Wasserman, le patron de l'ADEME, est très souvent en Normandie. On essaye même de monter des dispositifs innovants. Donc, je le dis, il n'y a pas cette... qu'il peut y avoir dans certaines régions de méfiance entre l'ADEME et la région. Vous aurez toujours les deux à vos côtés si vous faites de la rénovation et surtout du réemploi. Alors, quand on veut faire du réemploi,
qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? D'abord, il faut une impulsion pour faire du réemploi. C'est-à-dire qu'en gros, s'il n'y a pas de demande, la facilité, c'est de faire comme on a toujours fait. Dès qu'on veut changer, « Oh, écoute, t'es sympa, mais tu nous emmerdes avec ce truc-là, ça va coûter plus cher, etc. » La réponse est, ben oui, non mais faut être clair. T'es sympa de gens, mais tu nous emmerdes avec ton truc, ça va coûter plus cher. Il y aura la question qui revient tout le temps de la garantie décennale sur les matériaux de réemploi qu'on va utiliser, bien sûr. Donc, ça. Deuxième idée, on va vous emmerder, mais on a envie d'en faire. Donc, je vais le mettre dans les commissions d'appel d'offres. Et ça va être un critère de scoring de vos candidatures sur le réemploi. Comment je mesure, comment je fais mon scoring? Comment je mets la note du candidat sur le réemploi? Eh bien là, je vais vous dire, je suis un petit peu enquiquiné. Je le fais, mais je suis enquiquiné. Je vais prendre un autre exemple. Vous prenez le transport. Si vous demandez, voilà, sur ces lignes de car, on favorisera celui qui est capable de mettre 2 bus, 2 cars à hydrogène. Il n'y en a pas un en Normandie. Enfin, il y en a un en Normandie, c'est celui qui est financé par la région. Aucune personne ne peut répondre à ça. En revanche, si on dit, vous avez un critère de scoring qui est quelle est votre démarche environnementale et qu'est-ce que vous pouvez nous proposer, là, ça réouvre le jeu et les gens répondent. Enfin, les sociétés répondent. Le problème, c'est qu'il faut quand même, pour mettre une note de scoring et donc décider qui va avoir le marché, parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'architectes dans la salle ou de maîtres d'œuvre, comment on va vous choisir de manière un peu objective, parce qu'une grille de scoring, c'est fait pour objectiver les choix. Donc ça, c'est un boulot qu'on doit faire. Quelle méthodologie on suit? Quelle exigence on a? Comment on la mesure? Une fois qu'on a fait ça, on choisit le candidat. Et le candidat, à un moment, il nous dit, mais oui, alors ça, c'est vachement bien, mais je ne sais pas où je vais trouver ce matériau-là. Donc, on a un problème de sourcing. Je rentre d'un voyage d'études, alors fait avec le service déchets et économie circulaire de la région, avec Séverine Villabessé, on était en Pays de la Loire. On a une carrière qui accueille maintenant les déchets de béton. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que sur beaucoup de chantiers, j'ai besoin de 7 mètres cubes, mais au cas où je me serais un peu gouré dans mes plans, je vais commander 8 mètres cubes. Et après, il m'en reste. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je le mets? Eh bien, il y a une carrière qui s'est lancée, qui dit, moi, je vais faire de la récupération de chutes de béton, et je vais les broyer, comme je fais du broyage de carrière, et je vais proposer ça. Et il me dit, on a des graviers qui vaut, enfin, on a du petit gravier qui vaut très largement ce que vous raclez dans la baie de Seine, dans les gravières sous-marines, et qui pourrait être utilisé. Sauf que personne ne le sait. Donc, on voit bien qu'on a besoin de faire circuler l'information. Donc, dans ce sourcing, on a besoin de connaître un petit peu tout le monde. La garantie décennale, j'en ai parlé. Et puis, on se parle franchement. Hein. Bon, il y a un truc... Ouais, de gens, c'est sympa les trucs recyclés, mais c'est quand même moche. Et donc, mes chers amis, je suis tout à fait hostile à la France moche. Il n'y a pas de problème, mais je pense qu'on peut faire du réemploi beau. Ce que tu m'as montré, et on en a parlé encore hier soir dans la communauté urbaine, puisqu'on l'a passé, on a déconstruit des bureaux qui étaient en fait des bureaux modulaires. On a tout démonté et on en a fait les recycleries de nos déchetteries. Et ce que tu m'as montré, c'est parfait, quoi. Donc, on a un bâtiment modulaire. Derrière, il y a une décoration façade en bois brûlé. C'est de la palette, hein, dans mon souvenir. Et puis, ces hublots que je trouvais très sympas, je me disais, mais ça me dit quelque chose, ces hublots, où est-ce qu'il a été cherché? C'est des hublots de machine à laver. Oui, qui ont été collectés, alors avec l'aide de la déchetterie, des employés de la déchetterie, qui les ont soigneusement mis de côté. Et donc, vous regarderez la photo, c'est très réussi. Donc, il va falloir qu'on prouve aussi que c'est pas moche, si on veut que ça réussisse. Parce que, bien évidemment, tout maire qui construit, là je vais parler un peu au nom des maires, parce que je suis maire de ma commune,
il y a toujours l'idée du geste architectural. D'accord. Je me bats un peu contre le geste architectural. Je vais vous faire une confidence. Je me méfie beaucoup du geste architectural parce qu'on n'achète pas un geste, on achète quand même un bâtiment où les gens vont être bien dedans, quoi. Puis qui va être un peu conforme avec l'idée qu'on s'en fait. Non, mais je plaisante toujours parce qu'à chaque consultation de la région, dès qu'il y a un nouveau lycée, je reçois un crowbar de Rudy Ricciotti. Un crowbar, pas plus. Hein. Bon, vous le connaissez, il est génial, je l'adore. Mais les gens me disent « Ah ouais, c'est intéressant. » Mais je dis « Mais c'est juste un geste. Enfin, derrière le geste, il y a quoi oui, si tu fais venir Rudy Ricciotti, tu vas voir, il est intéressant, il a un discours intéressant. Alors, il vient pieds nus, oui, c'est très sympa, etc. Ça coûte une blinde et ça marche pas. Bon. Non, mais attends. On va prendre un autre exemple. Non, mais je pense que, d'abord, j'ai une foi inébranlable dans les talents qu'il y a en Normandie. Bon, c'est pas une raison pour ne pas permettre à d'autres architectes de venir. Enfin, j'ai quand même un souvenir cuisant avec Jean Nouvel qui nous fait une piscine au Havre. Alors, il a l'intention... oui, c'est génial. Il fout une mosaïque dans la piscine. Ouais, sauf qu'on s'aperçoit que la colle pour la mosaïque qu'il a utilisée elle se dissout dans l'eau. Donc, la mosaïque, elle vole. Alors, je ne vous raconte pas, on est obligé de fermer la piscine, de la refaire quasiment entièrement. Et bien évidemment, tout ça sous le contrôle étroit du maître qui voulait voir si on ne dénaturait pas l'œuvre. Bon, donc moi, je trouve qu'il faut qu'on revienne à des choses pas simples, parce que la rénovation, c'est pas simple, et le réemploi, c'est pas simple, mais des choses intelligentes et surtout qui font du bien à la planète. Je terminerai donc par cette idée qu'on a besoin d'AMO sur le réemploi. Très sincèrement, toutes les collectivités locales on a envie d'en faire, on ne sait pas trop comment en faire, on ne sait pas trop comment monter nos appels d'offres pour que ce soit pris en compte. Et donc, j'invite tous les AMO qui se spécialisent un peu sur le marché du réemploi à prendre contact avec nous. Et puis, mon dernier mot, bien évidemment... ah oui, alors c'est assez marrant. Vous avez cité les chiffres, je vais vous en citer un autre. Si vous prenez... Il y a un score où les déchets de bâtiments font 100%. C'est les dépôts illicites. Où là, vous pouvez y aller à chaque fois, c'est du gravat de chantier. Bien évidemment, parce que c'est du chantier soit hors TVA, c'est-à-dire au black, soit c'est des gens qui ont encaissé la mise en décharge auprès de leurs clients et qui ne l'ont pas fait pour gagner plus. Et ça, c'est inadmissible. Et avec les deux fédérations, avec la CAPEB et la FFB, on travaille contre ça. Mais c'est compliqué. Donc, je terminerai sur une note beaucoup plus joyeuse. On a les super nanas là-bas qui nous ont organisé. Elles sont déjà en train de papoter, mais je peux vous dire qu'elles bossent beaucoup. D'accord. Oui, elles m'entendent même pas. Hein. On est en train de se saluer ces deux-là, mais vous les reconnaissez. Emmanuel. Ah non, mais... voilà. Ouais, d'accord. Non, mais toutes les deux, c'est le lapin du Racel. Hein. Pour les arrêter, c'est quelque chose. Donc, on les remercie d'avoir organisé tout ça. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Hubert. Hubert Dejean de la Bâtie. Le club du réemploi, est-ce que vous savez qu'il existe? Est-ce que vous savez ce qu'il fait? Ouais, ok. Bon, alors, certains en tout cas le savent et je vais demander à Séraphin de venir quand même nous faire une petite présentation, Séraphin Elie, nous faire une présentation de ce club du réemploi. Qu'est-ce que c'est exactement? Je suis ravi de vous accueillir aussi au nom du club Réemploi Bâtiment Normandie pour revenir un petit peu sur cette historique du club, donc créé il y a quelques années, qui regroupe avec notamment une animation qui avait été portée par le WIP pendant quelques temps. Plusieurs dizaines d'acteurs, architectes, maîtres d'œuvre, donc certains d'entre vous évidemment ont fait partie de cette aventure-là avec plusieurs rencontres par an. Donc c'était des échanges assez féconds pour aller voir, pour aller visiter. Effectivement, je pense que c'est important d'aller, d'échanger, de se rendre compte de la matérialité du réemploi, d'échanger concrètement sur les difficultés. C'est aussi quelque chose qui nous animera dans les ateliers de cet après-midi. Et petit à petit,
Ce club s'est structuré jusqu'à l'année dernière avec une structuration juridique en association, loi 1901. Et donc depuis cette année, le recrutement d'un premier salarié, moi-même, pour coordonner ce club. Le club, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau régional avec 4 piliers d'intervention. Le premier, c'est évidemment ce qu'on pourrait attendre de toute tête de réseau, hein, la promotion, la représentation de la filière, avec donc un travail notamment de cartographie des acteurs, des projets. Je vous invite à vous rapprocher de moi parce qu'on attend encore de compléter cette cartographie. On sait qu'il y a des projets qui n'y sont pas et donc n'hésitez pas à nous contacter pour faire partie de ces cartographies. Évidemment, on participe aussi au temps d'échange avec la région pour organiser la REP. Tout un travail de mise en réseau d'animation que je mentionnais plus tôt avec les rencontres entre toutes les parties prenantes de la chaîne du réemploi. Un volet aussi informé, formé, outillé, avec un guide qui avait été édité il y a quelques temps, des vidéos également qui permettent de bien comprendre avec différents niveaux de compréhension, de la sensibilisation jusqu'à l'outil un peu plus poussé pour vous aider à développer vos projets de réemploi. Et puis un quatrième sujet qui, pour l'instant, n'est pas encore trop développé, mais qui va venir dans les mois à venir sur les coordinations de projets régionaux. Les membres fondateurs, pour que vous identifiez un petit peu aussi qui sont ces membres fondateurs et ces administrateurs du club, ils sont au nombre de 8. À la fois, c'est la richesse du club que d'avoir aussi un tour de table avec l'ensemble de la chaîne, hein, donc depuis des entreprises de curage, de valorisation, de reconditionnement de matériaux de réemploi, enfin, voilà, vous les voyez, vous en connaissez sûrement certains, et puis vous les découvrirez aussi dans les ateliers. Des AMO, des maîtrises d'ouvrage, des entreprises, des maîtrises d'œuvre. Donc voilà, c'est aussi cette force d'avoir l'ensemble de la chaîne parce qu'on ne peut pas développer le réemploi que si on n'a qu'une seule partie des acteurs en place. Évidemment, tout ceci n'est pas possible sans le soutien de partenaires. C'est important de le souligner parce que c'est à la fois un partenariat historique, hein, région ADEME, évidemment, sur ce sujet dans la région Normandie qui a été évoqué plus tôt, mais aussi Valobat, hein, dans le soutien et dans leur stratégie de développement de l'économie circulaire. C'est important de soutenir la tête de réseau parce que ça a été mentionné, les échanges, c'est ça qui fonde aussi la réussite du réemploi. Quelques mots sur le potentiel du réemploi dans la région. On a beaucoup mentionné les déchets, le volume que ça représente. Sur la région Normandie, c'est à peu près 1,2 million de tonnes juste sur le PMCB. Donc une petite partie du sujet des déchets du BTP. Et on estime qu'à peu près sur ces 1,2 million de tonnes, il y a 100 000 qui sont réemployables. Donc c'est quand même, voilà, ça fait quand même du volume quand on regarde. Et donc tous ces chiffres-là, ils sortent notamment d'une étude de SS France sur la logistique du réemploi dans 3 régions, dont la région Normandie. Et donc voilà, on a une grande diversité de matériaux qui a ce potentiel de réemploi et sur lesquels du coup on va s'atteler à développer, massifier et trouver les solutions adaptées parce qu'un matériau ne fait pas l'autre. Il y a des questions d'assurance, mais pas que. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être aussi levées. Sur l'état des lieux aussi, on a quelques acteurs qui sont identifiés, qui sont membres du club, évidemment, membres fondateurs, qui voilà, représentaient, alors en tout cas en 2022, un volume de quelques centaines de tonnes. Donc vous voyez qu'on est bien loin des objectifs attendus. On peut aussi imaginer qu'il y a aussi toute une pratique habituelle d'artisans ou autres qui font du réemploi presque voilà, comme Monsieur Jourdain faisait de la poésie sans le savoir, mais, ou sans le dire ou sans le comptabiliser. Donc il y a plein aussi de pratiques qui sortent des radars, mais dans toutes les maîtrises d'ouvrage aussi un peu massives, où on passe par de la commande publique, par des AMO, etc. Effectivement, le réemploi est aujourd'hui assez marginal par rapport, en tout cas, aux objectifs qui ont été fixés. De 23 960 tonnes en 2024, donc on y sera bientôt, et évidemment beaucoup plus en 2028. Donc voilà, faut aussi se rendre compte, on ne part pas de rien en Normandie, on a une structuration, on a des acteurs, on a tout ce réseau et toute cette chaîne, mais la marche à franchir, elle est quand même encore assez importante, et donc elle nécessite la mobilisation de toutes et tous, et l'appui évidemment d'un réseau pour se structurer de manière coordonnée.
Cette action du club, elle se traduit notamment sur 2 piliers. Alors, un beau plan, 2 parties, 2 sous-parties. La structuration de la filière d'un côté, évidemment, avec des investissements qui sont faits pour le reconditionnement et pour toute l'organisation plutôt le chaînon du matériau depuis sa dépose jusqu'à sa repose dans un chantier de rénovation ou neuf, et l'optimisation de la logistique aussi qu'on peut attendre, des échanges entre plateformes, la fluidification, des points relais, etc. Il y a toute une chaîne logistique à organiser d'autant plus qu'on a besoin d'avoir la traçabilité à la fois pour atteindre nos objectifs, mais aussi pour garantir la qualité des matériaux. Et le deuxième volet, c'est évidemment de l'autre côté de la chaîne, et entre les deux, il y a tous les acteurs qui ont leur part. L'engagement des maîtrises d'ouvrage, qui est évidemment un gros point de notre action et de notre action de promotion, avec 2 sujets déjà sur lesquels on va travailler, mais il y en a plein d'autres qui sont à travailler. C'est le premier, de la systématisation de matériaux, sur au moins de la systématisation du réemploi sur au moins des matériaux simples. Si déjà on arrive à ce que le réflexe du réemploi arrive systématiquement dans les matériaux qui ne posent pas de problème d'assurance, qui ne posent pas de problème d'approvisionnement, etc., déjà on aura franchi un grand pas et on aura permis à la filière aussi de se structurer en optimisant ses flux. Et la sécurisation des gisements, parce qu'à partir du moment où aussi on aura mis en place des processus industriels, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas de reconditionnement, etc., il faudra aussi qu'on ne gâche pas tous ces lavabos, ces portes, etc., qui aujourd'hui partent en déchetterie ou partent dans des filières où on dégrade le matériau parce que la dépose n'a pas été faite de manière soignée, parce qu'on n'a pas anticipé dans le marché de démolition toutes les étapes du curage, de la dépose soignée, etc. On a préféré tout arracher et éventuellement mettre au recyclage. Mais il y a aussi toute cette chaîne-là à mettre. Là, c'est 2 solutions et deux grands axes parmi tout le champ de ce qu'il y a à faire. Évidemment, un des sujets du club, c'est de ne pas réinventer l'eau chaude, c'est d'être aussi là avec les acteurs présents, de s'appuyer, de construire les synergies avec ce qui existe déjà. Et on peut notamment citer le pacte bois biosourcé avec un engagement optionnel pour le réemploi. Et donc c'est un sujet qu'on doit encore approfondir, travailler pour le traduire, pour faire converger et puis voilà, pour que tout ceci soit à la fois compatible, lisible pour les maîtres d'ouvrage et pour derrière faire décoller à la fois les filières bois biosourcés et la filière réemploi. Merci Séraphin, on peut l'applaudir. Bien, maintenant, je vais demander à Clara Simet de me rejoindre. Là aussi, vous pouvez l'applaudir pour lui donner de l'énergie. Clara Simet, vous êtes architecte. Vous appartenez au Grand 8. C'est une coopérative d'architectes qui crée des lieux innovants, respectueux de l'humain et du fait que l'humain vive heureux dans son cadre. C'est bien cela, hein ? On peut le dire comme ça. Oui. Alors, avec vous, bien justement, on va faire un petit tour de ce que produit le bâtiment en matière de déchets et de ce qu'on peut découvrir comme solution ensuite. Je tiens à vous préciser qu'après cela, il y aura un petit temps de questions-réponses avec Clara. Alors surtout, n'hésitez pas à noter vos questions. Et moi, je ferai le lien entre vous et Clara. Voilà, à tout de suite. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être ici avec vous. Merci Chloé, merci Emmanuel pour l'invitation et donc de venir de mon territoire, puisque c'est beaucoup une histoire territoriale, le réemploi, vous le savez tous. Et donc, moi, je parle depuis, j'ai envie de dire, le nord-est francilien, puisque c'est souvent une histoire régionale quand même, le réemploi, et plus généralement de l'Île-de-France. Et on est allé faire des incartades aussi dans d'autres territoires. Je vais vous le montrer. Moi, je voulais vous proposer, pas des nouveaux chiffres, mais quand même aussi de se placer parmi les prises de conscience qu'on fait tous, aussi sur celle de la masse, simplement. L'humain, il a anthropogénéisé, il a produit
une masse colossale depuis qu'il est sur Terre de productions qui sont faites. Et il y a eu une publication dans la revue The Nature il y a quelques années qui a montré ce temps de basculement et qui a montré que, d'un qu'à compter déjà, qu'est-ce que c'était la masse sur Terre finalement. Et ce qui a été noté, c'est que donc, la biomasse, ça représente un chiffre totalement impossible de se représenter, mais donc 1120 gigatonnes, donc belle affaire, composée massivement et essentiellement de végétaux. Peu d'animaux. Et à votre avis, sur cette masse-là, l'homme représente quoi? Juste un petit chiffre pour aller vite. Voilà, effectivement, très très peu. On est sur 0,01. Et donc cet homme, ce 0,01% mini%, qu'est-ce qu'il a produit comparativement? Et c'est justement ce temps de bascule que a mis au jour cette étude-là. C'est ce temps de bascule qui a montré en fait que l'homme était responsable et on avait fait la bascule. Il avait produit plus de masse anthropogénique que toute la biomasse réunie. Donc en proportion, ça donne un peu le vertige. Bon, c'est des chiffres qui sont pas pour écraser, mais c'est aussi justement pour regarder qu'est-ce qu'on a produit finalement de toute notre histoire humaine et de se représenter que, bien sûr, on a toutes nos industries et toutes nos pratiques et nos modes de vie qui produisent effectivement une masse. Là, on ne parle pas de déchets, on parle de production de production. La toute petite partie qui est sur votre droite, oui, c'est ça, non, votre gauche, c'est tous les autres. Et puis toutes les autres parties-là, c'est l'ensemble, en fait, de ce qui constitue nos routes. Alors, nos routes et nos bâtiments. Donc, effectivement, l'infrastructure, les réseaux, c'est l'essentiel de cette masse minérale, là, en l'occurrence, qui est masse minière essentiellement. Et donc, le béton, évidemment, est responsable de la plus grande partie de cette production. Donc, le bâtiment représente une part seulement de ces productions, mais néanmoins, c'est aussi de se représenter, voilà, à nouveau, cette question de la masse qui aussi nous interpelle sur la notion extractiviste. Et je trouve, moi, que de se représenter à nouveau ces chiffres ensemble, ça aide aussi à se redonner du courage dans la pratique, au contraire que de nous écraser face à ces enjeux-là, et aussi de se dire que finalement, c'est aussi autant d'actions sur des milieux loin de chez nous, souvent, beaucoup chez nous aussi, puisque le béton, on est en autonomie en production en France. Donc c'est chez nous que ça se passe aussi, donc dans des conditions sociales qu'on peut espérer joyeuses, enfin correctes. En revanche, à l'autre bout du monde, tout ce qui concerne la matière minérale, tout ce qui fait le métal, par exemple, dans nos bâtiments, on sait que les conditions d'extraction sont socialement très dommageables pour tous ceux qui habitent autour, pour tous ceux qui habitent autour vivants et non humains et non humains. Et donc toutes ces actions-là, c'est aussi à cet endroit-là qu'on agit quand on s'abstient de prélever à nouveau sur les milieux. L'impact sur les milieux, la question de la matière, de la masse. Et vous parliez tout à l'heure comment compter finalement dans le cadre des appels d'offres. La masse peut être une entrée intéressante, simple peut-être. Et il y a la question du carbone, c'est plus difficile à introduire à ce moment-là. Peut-être que justement des objectifs sur ces éléments-là pourraient être intéressants. Et donc effectivement, l'impact de cette pratique extractiviste aussi sur les populations qui sont impliquées dans l'acte d'extraire. Donc je reviens pas sur ces impacts-là, sur donc la part du CO2, d'autres types de représentations qui nous donnent la part du béton, qui est bien sûr le matériau hégémonique. Et je suis heureuse d'entendre qu'il y a un groupe de travail sur les réemplois du béton, parce que je m'étonne toujours qu'il y ait si peu de solutions. On a essayé d'en explorer à nos échelles minuscules, mais peut-être que le recyclage du béton marche trop bien et que du coup, il y a une paresse à aller sur son réemploi. Je ne vois pas émerger ces questions et je m'en étonne un peu, compte tenu justement de la masse produite, de la masse détruite. C'est colossal. Et donc voilà, des parts
des parts de répartition, avec évidemment l'enjeu que ça ne va pas s'arrêter là, nous sommes en croissance. Le bâtiment connaît tous un peu en ce moment, effectivement, mais néanmoins, les perspectives sur le logement, sur la production sont totalement exponentielles. Et sur l'énergie comme sur la matière, nous ne sommes pas dans une croissance linéaire, mais nous sommes bien dans une hausse constante et exponentielle. Donc l'accroissement du geste d'aller extraire de la matière pour bâtir nos villes et nos routes ne va pas s'arrêter là, même s'il y a une prise de conscience générale. Et bien sûr, on a tous connu les risques associés sur la disponibilité justement de cette matière liée à toutes ces questions-là. Je ne vais peut-être pas rentrer là dans tous ces enjeux, mais peut-être se rappeler donc que la part du béton, là aussi, ces agrégats, le sable, etc., sont massivement responsables, enfin massivement présents dans les matières extraites et mobilisées pour le bâtiment. Aussi se dire que finalement, on agit assez puissamment au moment de la préservation de la matière quand on construit, aussi parce que finalement, en production CO2, la part de la construction, c'est 60%, et en exploitation, on est à 40%. C'est aussi pour redonner des masses sur les stratégies qui sont intéressantes, parce qu'on a tellement appuyé sur la question thermique, la préservation de l'énergie, et beaucoup de financements, beaucoup d'efforts ont été mis de ce côté-là, et tant mieux, bien sûr, mais on oublie la matière, c'est souvent le parent pauvre dans tous ces enjeux-là. Et bien sûr, vous êtes tous là, c'est super, tout ça. Le biosourcé mobilise aussi, mais voilà, tous les dispositifs qu'on met en place et tout l'argent dépensé, l'énergie dépensée, elle peut aussi peut-être être pondérée parfois quand les financements manquent, entre la répartition qu'on va faire sur la préservation de l'énergie, tous les efforts faits, et peut-être des efforts faits pour consommer tout simplement moins de matière. Et on voit que c'est un arbitrage qui, parfois, doit se faire. Je vous donne des exemples. Par exemple, quand on doit remplacer des fenêtres métalliques qui sont encore pas au top de la performance, mais que peut-être on peut arriver à des pondérations en faisant un effort supérieur sur l'enveloppe à un autre endroit, conserver ces fenêtres-là, puisque bien sûr, remployer c'est bien, mais ne rien faire, c'est mieux. Donc, on est toujours plus performant à ce moment-là. Le cercle vicieux, donc ces schémas, vous les avez aussi déjà vus. Énergie-matière qui se court après, c'est-à-dire plus on extrait, plus on a besoin d'énergie pour aller creuser toujours plus profond, et donc on est dans une escalade qui n'est plus soutenable du tout, et donc la nécessité, de la même manière, de ne pas aller vers ces risques-là qui sont importants et qu'on ne saura de toute façon plus financer. Les vulnérabilités, elles sont aussi liées à tous ces conflits d'usage qu'on a sur nos sols, parce que en fait, extraire et rouvrir des mines, et puis avoir cette politique d'avoir de la matière extraite sur les territoires, ça rentre en conflit aussi avec, bien sûr, nos villes, les métropoles elles-mêmes, et puis tous les conflits d'usage sur les sols, la nécessité, la ZAN qui semble un peu amputée aussi, mais à qui je souhaite la meilleure chance, mais qui va vers la préservation des milieux naturels, dits naturels, et puis aussi tous les conflits d'usage aussi avec la biomasse, la forêt, la préservation des milieux, etc. Et donc on en revient aussi à avoir ce risque qui pointe son nez sur le fait que, on n'aura plus à disposition un plateau industriel qui serait les territoires et qui produirait la masse et la matière pour bâtir, mais un partage nécessaire et donc une raréfaction de ces sols-là. Si je donne l'exemple du plâtre, en Île-de-France, par exemple, on a des mines qui sont traditionnellement au sein de la métropole depuis toujours. Ça date du Moyen-Âge. Et donc, il y a ces carrières qui sont présentes. Et il y a maintenant des dispositifs de plus en plus lourds pour les carriéristes d'aller creuser en souterrain pour préserver la ville au-dessus, parce qu'on est dans un conflit d'usage entre l'immobilier, les nécessités de logement, et puis cette matière qui est mondialisée, puisque donc
la diffusion de Saint-Gobain du plâtre francilien, elle se fait à l'échelle mondiale. Donc on est dans ces enjeux aussi géopolitiques, mais aussi de conflits de territoires locaux à l'échelle des métropoles qui sont des vraies questions. Et bien sûr, il y a la dépendance aux enjeux géopolitiques. Et ce que j'ai besoin de vous rappeler, là, on a en vert les sources principales de métaux, de minéraux nécessaires dans certains éléments de construction. Et vous voyez que cette dépendance, elle est dure à soutenir puisque nous sommes exclusivement, quasiment sur des pays. Alors, Brésil, là, il a une échappée... merci, mais à l'époque, ça n'était pas le cas. Donc, que des endroits à risque, j'ai envie de dire, géopolitique et de rupture d'approvisionnement pour des raisons politiques. Et puis, bien sûr, donc on l'a connu tous au moment du Covid, qui était, et puis se dire aussi que la vulnérabilité aussi des systèmes d'approvisionnement, eh bien, c'est tout de même tout à fait une réalité et la volatilité du marché, et finalement de se dire alors c'est peut-être plus cher parce qu'on embauche ici, parce qu'on fait travailler des personnes ici, que le coût du travail en France et localement, eh bien, pour des bonnes raisons, il est coûteux. Bonne raison peut-être, oui, il est coûteux, et donc c'est ça qui fait le coût élevé du réemploi, puisqu'on n'est plus sur un sujet de faire venir de la matière, l'extraire et financer tout le système d'approvisionnement, mais bien plutôt de créer des emplois locaux. Ça, c'est une des grandes vertus, et vous en êtes tous convaincus, du réemploi. Et donc, cette vulnérabilité par rapport aux approvisionnements, elle est liée à la fois effectivement à l'épuisement de certaines matières premières. Le zinc, là, arrive bientôt à épuisement. Enfin, quand on parle d'épuisement, c'est des moyens raisonnables pour aller chercher cette matière. Donc là, on est dans des situations déraisonnables pour aller chercher le zinc. Il va arriver à épuisement. On parle de 2030, c'est-à-dire tout à l'heure. Hein. Donc, on n'est plus... Et puis, donc, on a connu, donc, pendant le Covid, la crise du bois, qui était liée à des questions, là, pour le coup, géopolitique, alors qu'on avait toute la matière première ici et les filières qui n'étaient pas structurées. Moi, j'étais en chantier à ce moment-là avec des fenêtres en réemploi, et après que voilà, certains confrères ricanaient parce que notre chantier, il était un peu plus long, par-ci, par-là, tout ça. Là, c'est moi qui ai rigolé parce que là, nous, nos fenêtres, elles étaient là. J'avais pas besoin de les attendre. Et donc, on a pu les poser dans les temps, etc. Et pour le coup, c'était les autres chantiers sur le neuf, sur des enjeux mondiaux qui étaient déraisonnables, finalement. Et quand on pense à ça, en fait, quand on pense qu'un container qui se bloque dans le canal de Suez parce qu'il fait mal son créneau, ça bloque l'entièreté de plusieurs économies, moi je dis que le risque est grand, en fait. On n'est pas sur des petits risques. Donc le fait d'aller sur le réemploi, c'est aussi cette question-là. C'est aussi l'autonomie des territoires. Donc on voit que voilà, un spectre de risques sur l'approvisionnement qui nous donne force et courage pour aller et qui nous donne plus d'excuses en fait pour ne pas y aller, surtout vers la pratique. Tout ça, en plus, effectivement, sur le re-questionnement sur la nature des matériaux qui composent nos villes et leur inadaptation au réchauffement et sur ces enjeux d'îlots de chaleur que vous connaissez tous bien aussi, le fait que, on a encore aujourd'hui des pratiques déconstructives, dans le meilleur des cas, destructives, la plupart du temps. Je rappelle la politique de l'ANRU qui est toujours sur ces perspectives exclusivement, et le modèle économique de l'ANRU est basé sur la démolition. En fait, c'est donc des quartiers entiers qui sont rasés aujourd'hui. J'en témoigne, voilà, Clichy-sous-Bois, là, 4000 logements rasés parce qu'on est dans cette dynamique aussi de financement. Et il faut bien financer ces logements en même temps. Et puis, ils étaient dysfonctionnants, mais on sait tous, et il y a eu beaucoup de retours d'expérience sur la possibilité de réhabilitation de ces bâtiments des années 70-80, beaucoup d'opérations vertueuses sur ces questions-là. Et puis, le bout de la chaîne, bien sûr, la pollution sur nos territoires, sur des territoires tiers aussi. Quand on s'en va, quand les mines sont délaissées, souvent, on n'a pas les protocoles des
des entreprises d'ici, des entreprises minières d'ici qui doivent remédier et qui laissent souvent derrière elles quand même, il faut le reconnaître, une biodiversité qui était supérieure à la précédente, mais néanmoins. Et puis, donc à l'autre bout du monde, souvent ça se passe un peu autrement. Donc vous connaissez tous ça, cette question. On est là dans l'économie linéaire qui, sur la question du climat, nous questionne, du climat, et surtout aussi, je voulais insister sur cette question qui est souvent oubliée, de l'impact sur les milieux. Et donc, comment en est-on arrivé là? Donc, c'est cette fameuse parenthèse historique. Là, je vous montre une image Paris. On est en 1925, donc il y a 100 ans à peine. Il y avait encore en pied de chantier, c'est la fin des percées d'Haussmann, en pied de chantier des systèmes de tri, des déconstructions des matériaux qui étaient rendus possibles parce que la déconstruction était beaucoup manuelle. Effectivement, on n'avait pas encore les systèmes de démolition qui nous ont, dont l'héritage est après-guerre, suite à la puissance qu'on a développée pendant nos deux guerres, la puissance technologique qui nous ont permis d'avoir des tracteurs pour industrialiser l'agriculture, et également aussi des engins pour une démolition plus massive. Et maintenant, je voulais mettre un petit peu le regard aussi, parce que le réemploi, c'est rendre visible une matière qu'on ne voit plus, c'est-à-dire comme la plupart, on parlait du déchet vilain, mais en réalité, beaucoup des déchets sont juste arrivés à obsolescence trop tôt. Donc, ils sont encore tout à fait, j'ai envie de dire, assez faciles à employer. Donc, il y a bien sûr cet enjeu spéculatif qui, pour vivre, doit démolir dans son modèle. Il y a aussi tous ces surplus de commandes dont on parlait tout à l'heure, le petit plus en plus qui finalement fait un énorme stock à l'échelle nationale dans toutes les entreprises. Le petit truc en plus, on ne sait jamais. On l'a pas mal expérimenté. L'évolution de la norme aussi, la norme, le handicap, la réglementation thermique sur les fenêtres, etc. Grosse productrice de déchets avant obsolescence, tout ce qui est, alors là on n'en parle jamais, mais tout ce qui est retail, le bureau, un plateau de bureau, c'est 2 ans de vie en fait de matériaux, donc autant vous dire que les gens, et puis je ne sais plus, 10% d'occupation, donc les choses ne sont pas usées, mais un repreneur, pareil, dans son modèle, il a un débarras complet, un curage complet de son plateau et de matériaux tout à fait, beaucoup de métal en plus, donc des choses hautement carbonées qui sont censées être modulaires mais qui ne sont jamais quasiment modulées. Pour refaire la même chose, bien sûr, hein, évidemment. C'est généralement ça, la perspective, l'événementiel aussi, dont on a tous besoin de se réunir, tout ça, de faire la fête et la dimension culturelle, mais effectivement, il y a peu de prise de conscience dans ces secteurs-là. Il y a maintenant des plateformes spécialisées qui viennent, qui créent la filière autour de cette récupération de matériaux souvent de qualité, et puis bien sûr toutes nos autres activités. Et donc, je vais peut-être pas vous faire l'histoire parce que vous êtes tous, je crois, assez sachants, mais peut-être pour ceux qui connaissent moins ces sujets. Donc voilà, on part du départ, incinération, enfouissement, et puis aller en montée en puissance vers le recyclage avec sa nécessité, mais aussi toutes ses limites quant aux impacts positifs pour les territoires. La valorisation énergétique et bien sûr ensuite dans les choix qu'on pourrait faire en hiérarchisant nos stratégies, réutiliser et puis bien sûr remployer et tout en haut de la chaîne bien sûr conserver et adapter nos usages aux bâtiments existants, aux structures existantes, aux infrastructures existantes, parce que vous l'avez vu, l'infrastructure, c'est aussi donc les routes, les routes et tous les systèmes d'approvisionnement en fluide, etc., qui sont les plus gourmands finalement en matière et du coup en carbone dans leur création. Donc il y a un enjeu fort aussi à repenser notre organisation, nos usages. La question des transports, évidemment, est centrale. Et donc, ceci nous amène vers une perspective
sur l'économie circulaire sur laquelle vous êtes tous mobilisés, avec aussi des chiffres qui ont été établis sur la vertu en termes de création d'emplois, de la réutilisation, du remploi et de la transformation sur les territoires mêmes, en termes de versus enfouissement, incinération, qui se font dans des usines avec peu d'opérateurs et des outils industriels, et qui font que, donc, en termes de ce strict point de vue social, créent aussi des chaînes intéressantes et essentielles à la pratique. La réglementation qui nous est favorable, donc on en a parlé tout à l'heure, je vais pas m'étendre là-dessus. Et donc voilà, de se redire aussi que c'est un ensemble de facteurs. Bien sûr, il y a le carbone, mais il y a aussi toutes ces autres mobilisations possibles, ces autres leviers. Et j'ai envie de dire, autant la pratique du réemploi, c'est une pratique extrêmement située, c'est-à-dire qu'elle se fait aussi avec autour de l'écosystème d'un professionnel, c'est-à-dire d'identifier autour de vous qui serait mobilisable et motivé pour s'engager dans l'aventure avec vous. Mais bien sûr, comme ça, en cercle déconcentrique, d'aller jusqu'à l'échelle nationale où on a besoin effectivement du politique pour porter ces lois qui sont extrêmement aidantes sur ces questions-là. Je peux témoigner que sur la RE 2020, maintenant, pour atteindre les seuils 2028, c'est-à-dire quand même pas dans longtemps, le réemploi fait vraiment la différence. C'est-à-dire que sur des opérations, on arrive à atteindre on n'arrive pas à atteindre ce seuil avec le biosourcé. Enfin, on y arrive parfois, mais c'est difficile quand même. Et ces dernières émissivités, elles sont à gagner sur le réemploi. Il peut peser de manière très favorable. Et là, évidemment, tout devient facile quand c'est une nécessité. Et tout le monde tend l'oreille, y compris à des solutions parfois qui vont sembler loufoques à un milieu du bâtiment qui est un peu aussi dans ses rails de production. Voilà, la question donc économique, culturelle, sociale, toutes ces bonnes raisons d'aller à la pratique. Moi, je vais vous faire un petit témoignage maintenant de notre chemin parcouru, finalement, sur un peu moins de 10 ans chez Grand 8. Donc, je ne me suis pas présentée. Je suis donc membre coopératrice d'une coopérative parisienne, la SCOP Grand 8. Donc, effectivement, on œuvre dans un périmètre régional, donc à l'échelle de l'Île-de-France, dans des projets qui mobilisent souvent la question sociale. Et c'est là le cas de la Ferme du Rail, qui est une ferme urbaine d'insertion par le travail et par le logement, par l'hébergement de personnes qui étaient anciennement à la rue, et qui sont accompagnées par les structures avec lesquelles on a monté ce projet dans le cadre de Réinventer Paris. Et donc, elle propose, donc il y a un centre d'hébergement, des logements étudiants sociaux, et puis un site de production dans des jardins, sur les toitures, dans les potagers, sur toutes les surfaces, et puis dans une serre, et puis un restaurant qui sert donc les produits de cette ferme et de cette action. Et puis un travail aussi sur le déchet, puisqu'il y a une grosse activité de collecte à l'échelle du quartier des déchets organiques pour amender donc une production de compost locale qui est diffusée dans le quartier et qui a permis d'amender des sols qui étaient anciennement pollués. C'est pas notre sujet du jour, mais c'est le premier bâtiment dans lequel on met franchement, on va franchement sur la question du réemploi, et on a eu l'opportunité de récupérer des pierres de voirie de la ville de Paris. Qui est pareil, comme tout le monde, elle a des rebuts de chantier, et donc elle a eu la bonne idée de le stocker pendant des années, ce qui fait qu'on avait des petits bouts de série et qui sont tout à fait adaptés à la pratique de la pierre sèche. On avait des grands murs de soutènement à faire ici. Alors, véritablement, ça n'est pas de la pierre sèche, on a mis un peu de ciment parce qu'on était, et c'est intéressant de le dire aussi, lançons-nous dans les pratiques. On ne fait pas tout bien la première fois, mais c'est pas grave. L'intérêt de la construction en pierre sèche, c'est qu'elle est remployable dans une troisième vie. Donc on pense aussi, quand on fait du réemploi, aux systèmes d'assemblage qui vont permettre de mettre à disposition des futurs, et quand l'usage ne sera plus rempli par ce qu'on a fait, les architectes doivent
mettre un costume modeste. C'est désormais, voilà, on ne construit plus pour l'éternité. De toute façon, ce n'était pas le cas. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc le grand geste, voilà, on a une trop grosse responsabilité sociale et en termes de climat pour ne travailler que cette question-là, on s'en fout, j'ai envie de dire. Les gens habitent les bâtiments, il y a une dimension culturelle et le beau est évidemment convoqué. On a une dimension esthétique de cette technique vernaculaire indéniable, le geste qui est visible, et j'ai envie de dire aussi cette possibilité de reconnexion avec un public élargi dont les architectes avaient quand même un petit peu divorcé, moi je trouve, et une incompréhension de nos pratiques, une illisibilité en fait de la nécessité de nos gestes, nos grands gestes justement. Et voilà, alors, finalement on ne construit pas pour les architectes et ni pour les maires, j'ai envie de dire. C'est aussi cette question-là. Donc la question, j'ai digressé, excusez-moi, c'est qu'on a pu sur un autre chantier convoquer la compétence, parce que c'est ce trinôme architecte, artisan, généralement entreprise, et ce dialogue-là du sachant, puisqu'on convoque assez souvent finalement, puisqu'on revient à une matière première, on convoque assez souvent des techniques traditionnelles qui n'empêchent pas de grandes échelles, hein, je le précise quand même, mais ça peut être de la menuiserie, ça peut être aussi des techniques plus simplement encore présentes dans les bâtiments. Là, effectivement, on fait venir dans une métropole un savoir-faire qui est plutôt rural, et aussi de s'inspirer de toutes ces techniques qui font appel aux matériaux de fortune. C'est là aussi que vient l'inspiration, c'est-à-dire qu'ils ont su faire dans la sobriété ces techniques-là, et donc on s'inspire aussi de cette philosophie-là. On a pu aussi entamer beaucoup de partenariats justement avec des artisans qui sont le début des filières finalement. Là, l'atelier rare avec lequel on a beaucoup travaillé depuis, qui s'est énormément développé, un atelier de menuiserie d'insertion qui donc travaille au démantèlement des éléments bois, fenêtres, portes, issus des bailleurs. Donc on est véritablement sur une notion de filière là-dessus, parce que effectivement, quand un bailleur dépose ses portes pour les remplacer par des portes coupe-feu, eh bien, c'est tout de suite 200 portes, et puis de manière dans une métropole assez régulière. Donc là, les matériaux de cueillette, là, ils sont assez importants. C'est effectivement nos ressources à nous qu'on n'a pas qui sont dans les milieux ruraux. Ça va être effectivement plutôt le biosourcé, mais ici à Paris, c'est la matière qu'on peut glaner sur le territoire, y compris de manière assez massive. On me fait signe que je suis beaucoup trop longue. Et donc voilà, des jardinières qui ont pu être construites. On a récupéré aussi un gisement très important pour faire tout le mobilier des chambres de la Fashion Week à Paris, qui est nos événements. On a une saisonnalité en fait, hein, aussi dans les métropoles comme dans les campagnes. C'est que voilà, Fashion Week, ça revient très souvent, et on a beaucoup de beaux matériaux qui nous permettent, voilà. Là, un travail, on parlait d'esthétique tout à l'heure, et je trouve que c'est une représentation assez intéressante de cette pratique-là. Comment s'imaginer, il faut qu'on soit aussi créatif pour que le temps de transformation de ces matériaux et de nouvelle vie, eh bien, on sait que c'est le travail qui coûte. On achète des heures finalement quand on achète un matériau et un ouvrage en réemploi. Eh bien, il faut trouver les systèmes d'optimisation qui malgré tout témoignent aussi de l'ancienne vie du matériau. Et c'est là, vous voyez, on a une feuillure de fenêtre qui vient créer un parquet bois debout. Et je trouve que ce détail, il est donc fait avec l'atelier rare. Il est un peu symptomatique de ce qu'on pourrait inventer aussi comme esthétique. Donc les rebuts de chantier qui nous ont permis de déstandardiser toutes les salles de bain. Et dans l'accueil social, c'était heureux, puisque c'était l'intention. Donc avec un hangar d'un ancien carreleur qui avait accumulé tout au long de sa vie, d'autres partenariats, je vais passer un petit peu. Donc ça, c'était l'aventure de la ferme du rail. Je voulais vous montrer une autre opération beaucoup plus classique, qui est donc la réhabilitation de la caserne ordonnaire à Senlis. Donc là, on est dans l'Oise, avec la SHLM de Senlis, qui a initié un programme innovant de logement pour jeunes actifs avec des locaux partagés, donc de la mutualisation, des difficultés de se loger pour ces jeunes actifs sur le territoire.
Donc du logement social, une isolation avec des matériaux sourcés localement, chanvre, plâtre, cette cohérence-là. Et puis la volonté, vous voyez, on est sur un projet très très sage et sans geste, là pour le coup, vraiment. L'architecte des bâtiments de France veillait. Et donc, réfection du toit, réutilisation de l'ensemble des tuiles, ça paraît peu, mais finalement, ça ne se pratique pas tant que ça et souvent pas. La récupération des lithos en collaboration avec une entreprise. Donc là, on est en marché public, donc on ne savait pas qui prendrait le marché, et une implication très volontaire de l'entreprise pour créer l'ensemble des faux plafonds, des distributions avec ces anciens lithos, la récupération de carrelage. Là aussi, implication des entreprises qui ont fourni l'intégralité de leur reste de hangar elles-mêmes et qui ont sourcé la matière elles-mêmes pour pouvoir faire l'intégralité des salles de bain de ces logements. Et là, la récupération des sanitaires, qui n'est plus une question du tout. C'est très, très simple. On n'a plus d'excuses pour ne pas y aller. Pareil pour les radiateurs. Réemploi strict, savoir-faire chez n'importe quel menuisier chauffagiste. Et là, avec plus d'art, puisque vous voyez, il crée avec un sèche-serviette. Et donc, c'est la dimension créative, c'est son invention. Donc, c'est aussi cet objet qu'on a trouvé sympathique et qui rend vraiment sa fonction et qui a évité d'extraire du métal. Le métal, on est toujours très très gagnant, plus que encore en masse que le béton pour la question du carbone. Voilà. Et donc la créativité du carreleur aussi avec les différents éléments de chantier. Est-ce qu'il me reste un tout petit peu de temps ou c'est fini ? Tout petit. Je vous montre une dernière opération, la Maison des Canaux, une commande de la ville de Paris, là, qui nous a donné la mission. Donc, on est en marché de conception-construction, marché que je conseille dans un cadre de réemploi, qui est franchement un très bon outil, puisque ça permet à la maîtrise d'œuvre, architecte, bureau d'études, de concevoir dès l'initial avec les entreprises. Et c'est vrai que nous autres, malheureux architectes, eh bien, on n'a pas beaucoup appris à l'école à travailler la matière première. On nous a beaucoup mis des catalogues entre les mains. Donc ça, on sait faire en restant enfermé dans notre agence, concevoir tout seul, tout ça. Mais par contre, aller sur le terrain, identifier la matière, se connecter à tout ça et surtout avoir une connaissance intime de ses capacités, de ses propriétés, de sa caractérisation, eh bien ça, c'est bien plus du côté des entreprises qu'on va le trouver. Et donc, il y a toute vertu à initier des dialogues nourris entre les architectes, les maîtrises d'œuvre en général et les artisans, et donc créer cette synergie qu'on va retrouver aussi avec la maîtrise d'ouvrage. Une maîtrise d'ouvrage, finalement, c'est une maîtrise d'ouvrage, elle a des amis maîtrise d'ouvrage, et donc elle a des amis qui sont eux-mêmes démolisseurs, donc qui ont souvent des patrimoines et qui vont pourvoir en matériaux interchantier de distribution. Donc là, c'est une commande qui était la réhabilitation complète de ce petit bâtiment qui est celui de la Maison des Canaux par la ville de Paris pour faire du quasi 100% réemploi. Donc là, je n'ai pas le temps de le développer, mais nous avons pu effectivement ressourcer la matière pour faire de la voirie, des rampes, des murs, et cette fois avec une entreprise d'insertion pour faire un grand chantier d'apprentissage et de formation autour. Et c'est un excellent levier. Rendez visibles vos chantiers, faites-en des événements. Ça n'est pas sale ce qu'on fait derrière les barrières de chantier. Il faut aussi remontrer comment la ville se produit. Ça concerne tout le monde. Et donc, il faut faire des visites de chantier. Ils peuvent durer un petit peu plus longtemps. Il faut inclure ce coût-là, l'assumer et le chiffrer dès le départ. Et ça se passera beaucoup mieux. Voilà, des exercices avec de la récupération de moquettes pour faire des doublages, etc. Je n'ai pas le temps. Je me rapproche. Oui, je sens dans mon dos. Toute l'expérimentation autour du bois, je profite des derniers moments. Alors, j'ai fini. Non, en fait, si on revenait en arrière, moi, il y avait une diapo que je trouvais très, très jolie. Vous voyez ce petit mur-là, fait avec plein de matériaux et de pierres différentes, ça donne quelque chose de plutôt élégant, je trouve. Enfin, je sais pas, c'est mon point de vue. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez des questions à poser à Clara ? Justement, on parle du beau et toutes ces créations sont vraiment splendides. Le réemploi peut vraiment faire beaucoup de choses très très belles.
Merci. Une autre réaction ou question? Moi, j'ai une question qui est tout bêtement pratique, en fait, parce que quand vous démarrez le projet, vous ne savez pas forcément tout ce que vous allez collecter. Donc, je me demande juste, en fait, comment vous produisez vos pièces graphiques, etc. Enfin, comment ça se passe? Parce que, voilà, c'est en progrès. Enfin, ça avance au fur et à mesure. Vous vous enrichissez au fur et à mesure de toutes sortes de choses. Donc, voilà. Alors c'est un autre exercice effectivement qui consiste à moins dessiner pendant des heures le joint au moment où on dessine les détails du projet pendant des heures. Mais en revanche, on va penser le système constructif qui pourra accueillir dimensionnellement. Vous voyez ce treillage là de portes. Eh bien, on n'avait pas tout à fait sa dimension puisqu'il est fait à la dimension de cadre de porte donc d'HBM. Et qui ont été mis en œuvre. Mais en fait, selon la disponibilité du gisement entre le moment où on avait pensé ça avec les menuisiers et le temps de la mise en œuvre et du travail dessus et de dessin, il a complètement évolué dans son... Et donc, ce dessin géométrique, il était capable justement d'absorber cette variation dimensionnelle. Donc et pareil pour le mur, vous voyez, le mur, il est fait justement pour absorber une variation de... Parce que là, sur la plateforme, il y avait des pierres qui partaient, qui revenaient. Bon, à un moment, on a pu dire stop, c'est pour nous. Mais voilà, donc c'est aussi... s'attacher à une esthétique qui va pouvoir absorber cette variation. Et c'est heureux parce que dans le cadre de la maintenance, qui est un enjeu formidable aussi qui nous est donné, de moindre impact, eh bien, une architecture qui, là aussi, se déstandardise, mais va pouvoir accueillir justement des variabilités géométriques, eh bien c'est favorable aussi dans ce sens-là. Une autre question, là, sur la droite. Ouais, il faut appuyer, qu'il soit rouge le bouton. Donc juste pour dire, voilà, moins de temps passé sur les dessins de détail et plus de temps passé sur le dessin de détail au moment du chantier du constructif, au moment où on peut nourrir le dialogue avec l'entreprise. Je voulais savoir sur vos opérations, est-ce que vous savez la masse d'argent qui est passée, au lieu d'acheter de la matière première, vers de l'emploi? J'aimerais bien avoir ce chiffre, mais bah ouais, moi aussi. Je l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. J'espère beaucoup. J'espère beaucoup. Elle est souvent donnée, hein, la matière. Là. Donc, elle est 99% du temps, aujourd'hui, on l'a gratuitement. Et vous, simplement en tant qu'architecte, alors, par rapport à ce que vous avez l'habitude d'avoir comme honoraire pour un bâtiment, est-ce que... Alors, ça, c'est très, très difficile à... Parce que, comme on ne fait que ça, du coup, j'ai peu de comparatifs. Je peux juste dire que nous travaillons aux 35 heures chez Grand 8 et qu'on se paye moyennement, mais qu'on se paye tous les mois. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Clara. Je suis désolé, je suis le gardien du temps, un petit peu. Et on peut l'applaudir, en effet. Eh bien, nous allons maintenant faire une pause. Alors, si vous n'êtes pas comme Frédéric et Adam, c'est-à-dire que vous ne vous baladez pas avec vos sanitaires un petit peu partout, il y en a. Vous pouvez circuler des deux côtés. Et donc, on se retrouve dans 10 minutes, très exactement. À tout de suite.